Hello everyone. Bon, on est très content que vous soyez là et vous vous dites mais de quoi on va parler aujourd'hui? C'est quoi les nouveaux modèles d'innovation? Bon, à la fin de cette table ronde déjà, vous avez beaucoup plus de chances d'être recruté et on vous dira pourquoi, mais il faut rester jusqu'à la fin. L'idée, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives en France sur l'innovation, que ce soit du côté start-up, mais aussi dans les grands groupes. Et on veut essayer un peu d'y voir un peu plus clair, qu'est-ce que c'est vraiment. Et par rapport à tout l'écosystème qui se met en place autour des startups, autour des grands groupes, comprendre un peu c'est quoi les best practices, qu'est-ce qui marche pas, peut-être qu'est-ce qui est l'ordre un peu du bullshit, et un peu démêler voilà, le vrai du faux. Donc on a un panel assez intéressant, des gens qui ont des différents modèles d'innovation, c'est-à-dire différents modèles de financement, qui ont vécu des expériences assez riches. On a aussi un grand groupe. On a un peu l'écosystème autour des startups comme Numa ou WeFounders. Et on a aussi Laureen Hennig qui, lui, a une expérience d'abord plutôt que dans un fonds, on va dire. Et après, maintenant, il s'est lancé comme entrepreneur. Donc, on pourrait commencer par une question assez simple. Peut-être vous raconter ce que vous faites et quel est votre parcours. Et après, un peu plus tard, on ira sur dans tout l'environnement que vous mettez en place autour des projets. Donc, quand je dis environnement, c'est le recrutement, le financement. Qu'est-ce qui font les particularités de votre modèle? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui n'a pas trop marché? Voilà. C'est moi qui commence alors. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Alexandre pour l'invitation. Donc moi je suis Clémence Fischer, je travaille chez Numa, je suis en charge des programmes. Et donc en quelques mots, je suis chez Numa depuis 2 ans et demi et alors, je représente un peu l'écosystème des startups aujourd'hui, mais avant j'ai passé 12 ans en grand groupe. Donc j'ai un peu cette double culture aussi. Qu'est-ce que fait Numa? Nous sommes plusieurs choses. Nous sommes un accélérateur de start-up, mais nous sommes aussi, on va dire, un accélérateur d'entreprises et d'acteurs publics, puisque nous accompagnons, nous coachons énormément de grandes organisations à travers nos programmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les coacher pour qu'elles deviennent un petit peu plus efficaces, un petit peu plus lean, un petit peu plus agiles, un petit peu plus centrées sur leurs utilisateurs, sur leurs clients, mais aussi sur leurs employés. On est donc un acteur de la transformation à la fois de ces startups, de ces entreprises, de l'innovation et aussi de la formation. Et donc les programmes concrètement qu'on fait avec tout ce type d'acteurs, ça va être des programmes, donc il y a le programme de l'accélérateur de start-up, on en reparlera, des programmes d'open innovation, donc on va faire collaborer, travailler ensemble sur du prototypage de solutions des grands groupes, des acteurs publics et des start-up, des programmes par exemple d'accompagnement à l'intrapreneuriat et puis des expériences apprenantes où là on va être plutôt, on va dire dans la formation par l'action, on va toucher des publics assez larges dans les entreprises. Donc on est, on va dire en quelque sorte, un accélérateur de compétences aujourd'hui. Donc bonjour, Loïc Brien. Donc moi je représente le grand groupe. Voilà. Je travaille à BPCE. Donc BPCE, je pense que ça vous dit pas grand-chose. En revanche, si je vous donne nos 2 principales marques, vous allez tous connaître, c'est Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc c'est un grand groupe bancaire, c'est un groupe mutualiste. C'est-à-dire que c'est différentes caisses régionales et banques régionales qui sont l'actionnaire de BPCE SA, qui est l'entreprise où je travaille, la tête de groupe. Et c'est pas rien dans les processus d'innovation, je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. BPCE a décidé d'accélérer sa transformation digitale il y a 2 ans avec la création d'une task force direction digitale au sein de BPCE SA, avec Yves Tirode comme responsable de cette task force. Et puis, le déploiement d'un certain nombre de projets digitaux à travers des équipes projets rassemblées sous une marque 89C3 à travers le groupe. Et dans le cadre de ces transformations digitales, on considère que la transformation data, c'est une composante essentielle de cette transformation. Et je suis responsable de la filière data science qui a été créée à cette occasion-là et responsable directement de l'équipe data science pour le digital. Voilà, j'ai un parcours dans la banque depuis pas mal d'années, donc je n'ai pas fait de passage dans les startups, je suis vraiment grand groupe, mais par contre toujours dans la data depuis les origines. Voilà. Ok, voilà. Moi, je m'appelle Laureen. Je suis le CEO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Predictus.
Voilà, chez Predictus, on a créé une application qui s'appelle Fairmoney. Et avec Fairmoney, on donne du microcrédit dans les pays émergents. Aujourd'hui, on donne à peu près entre 1000 et 2000 prêts par jour dans les pays comme Nigeria, par exemple, notre premier pays. Et à ces moments-là, on est aussi en train de créer un troisième bureau dans un pays asiatique. Voilà, nous, chez Predictus, on a vraiment un grand côté data, comme pour la création d'un crédit score, du score du crédit, on utilise les data qu'on trouve sur le smartphone de nos clients. Voilà, donc on a une grande équipe technique à Paris. Voilà, et avant la création de Predictus, j'ai travaillé, comme Alexandre l'a dit, j'ai travaillé pour un fonds, où j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle Le Studio, dans lequel on a créé une portfolio d'à peu près 20 investissements, donc le verticaux différents, comme B2B SaaS, comme FinTech, les marketplaces différents. Voilà, et on a aussi des co-investissements avec eFounders notamment. Bonne transition, merci Laurine. Donc moi, Maurice Sepulcre, enchanté. Je suis un des partenaires de eFounders. Ça fait 4 ans que je suis chez eFounders et j'ai avant ça un parcours varié. Donc j'ai bossé dans des grandes boîtes, j'ai bossé dans le conseil, j'ai bossé en start-up. Donc ça fait près 7-8 ans que je bosse en start-up. Et donc eFounders, peut-être vous avez déjà entendu parler. On est un modèle assez particulier. On est un start-up studio. Donc notre métier, c'est de démarrer des start-up. On fait que du SaaS pour les entreprises, du B2B SaaS. Voilà. Et donc on démarre, ça fait 7 ans qu'on existe. On démarre 3-4 entreprises par an. On a une quinzaine d'entreprises maintenant en portefeuille, donc des entreprises qu'on a créées. Et donc pour chaque boîte, en fait, on s'associe à des entrepreneurs et pendant 18 mois ensemble, de manière très opérationnelle, on va démarrer ensemble l'entreprise jusqu'à ce qu'il y ait un produit, des clients, une équipe et un peu de mouvement et qu'on puisse aller lever de l'argent auprès des VC. Et une fois qu'on a levé l'argent auprès des VC, les entreprises quittent nos locaux, deviennent totalement indépendantes et poursuivent leur vie comme n'importe quelle start-up. Donc nous, on est vraiment une entité qui démarre des start-up. On s'associe avec des gens pour faire ça et on le fait 3-4 fois par an. On a un peu une mission. Notre mission, c'est d'inventer l'avenir du travail ou de participer à la création de l'avenir du travail. Donc on crée les outils de travail de demain des entreprises, en démarrant souvent par les entreprises qui sont plus faciles à faire changer, qui sont les entreprises qui ne sont pas trop grosses. Et ensuite, quand nous-mêmes, les entreprises qu'on a créées grandissent, elles vont s'adresser elles-mêmes à des clients de plus en plus gros et aider des entreprises de plus en plus matures à se développer, à se digitaliser, à inventer le monde du travail de demain. Donc voilà, ça c'est notre première mission. Et on fait ça en permettant à des gens de démarrer des business. Donc on est un peu un catalyseur ou un enabler. On apporte des idées, on apporte des compétences, on apporte du financement et on permet à des gens qui sont entrepreneurs ou qui ont des compétences entrepreneuriales de démarrer des business. Voilà, merci. Bon, merci beaucoup Amaury. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous vu de nombreux projets, de nombreuses startups et j'aimerais bien vous poser la question de quels sont pour vous les 3 critères les plus importants dans la sélection d'une startup ou d'un projet et vous vous dites « Ah bah, ce projet va réussir ». Et au contraire, c'est quoi ce projet ne va pas réussir et pourquoi je l'écarte ? On peut peut-être continuer par toi, Amaury. Oui, alors moi j'ai que 2 critères, mais il fallait me prévenir qu'il fallait en préparer 3. On a 2 critères principaux qui sont pour nous les meilleurs prédicteurs du succès. Le premier, c'est dans ce qu'on fait, on va essayer avec le produit qu'on crée de résoudre un pain point qui est fort, qui est fréquent et qui est partagé par beaucoup de monde. Donc on s'adresse vraiment à un problème dont on a validé qu'il était fort, fréquent et partagé par un grand nombre de personnes. Un grand nombre d'entreprises, dans un grand nombre de secteurs, dans un grand nombre de géographies, etc. Donc ça, c'est vraiment notre premier critère, parce que c'est le sous-jacent de l'existence d'un vrai business derrière, d'avoir des gens qui sont prêts à payer. La deuxième chose, j'enfonce un peu une porte ouverte, c'est la qualité de l'équipe. Alors nous, on a à la fois une chance et un avantage et un inconvénient, c'est que c'est nous-mêmes qui créons l'équipe, à la fois l'équipe fondatrice et la première équipe. Mais de ce qu'on a vu des 15 boîtes qu'on a créées, c'est la qualité de l'équipe fondatrice et des X, 5, 10 premières personnes dans l'aventure qui est le meilleur prédicteur en fait, du succès et qui va permettre de dépasser toutes les difficultés qu'il y aura nécessairement au cours de l'aventure. Voilà, ok. Pour nous, je pense que quand j'ai travaillé pour les studios, quand j'ai créé les studios, la méthodologie, c'était un peu similaire comme la méthodologie des eFounders. Donc, le premier truc qu'on a toujours regardé, c'est est-ce que ce projet-là, est-ce qu'on résout vraiment un problème? Parce que s'il n'a pas de problème, il n'a pas de solution et du coup, c'est très difficile à trouver un client qui est prêt à payer.
Deuxième question qu'on a posée, c'était est-ce que nous, comme fonds investissement, est-ce qu'on a vraiment une valeur ajoutée? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le premier deal qu'on a fait chez les studios, c'était un deal dans le medtech. Du coup, moi, j'ai une expérience dans beaucoup de business B2C, mais pas du tout dans medtech, la même pour mes partenariats. Et du coup, ça, c'était pas vraiment un match et on n'a pas, ça, c'était les premiers et les derniers deals qu'on a fait dans le medtech. Parce que, notamment, on n'a pas vraiment une valeur ajoutée. Donc, je pense que si vous êtes investisseur, c'est la première question à poser, est-ce qu'on résout un problème? Et le deuxième, c'est est-ce que moi, comme équipe, comme fonds, est-ce que je peux aider à ce projet-là? Et du coup, le troisième, comme on a fait que le deals early stage, donc nécessairement le facteur très très important, c'est le team. Donc on a regardé est-ce que cette team-là, est-ce que le CEO, le CTO, est-ce que l'équipe a vraiment d'expérience, soit l'expérience dans cette métier-là, ou soit vraiment la capacité à résoudre les problématiques. Voilà, donc ça c'est les trois facteurs principaux. Je crois qu'en fait, je ne vais pas être très très différent. De notre côté, le premier gros facteur de clé de succès, c'est vraiment qu'il y a un besoin identifié, un vrai besoin métier. On a décidé au sein du digital et au sein de la data d'éviter de faire tout POC. Donc on ne lance un projet que s'il y a un métier qui est bien en train d'identifier des grains de sable dans la relation client à un endroit, que ce soit la relation digitale ou la relation directe. Et on lance un projet pour répondre à cet enjeu-là. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, on sait qu'on va avoir des équipes métiers qui vont être mobilisées pour accompagner les équipes tech, qu'elles soient data ou dev, sur ce sujet-là, et que les équipes tech ne soient pas toutes seules. Le deuxième point, c'est que dès le début, on ait une idée de comment on va délivrer le résultat au client final, qu'il soit interne ou externe, qu'on ait une idée de quelle va être l'utilisation quotidienne du projet sur lequel on travaille. Parce que, alors premièrement, il y a des enjeux réglementaires. Avoir la finalité de l'usage, c'est aussi répondre direct tout de suite à un certain nombre de questions GDPR. Et les banques sont assez sensibles sur le sujet, donc peut-être plus que d'autres acteurs. Donc ça, c'est déjà un premier enjeu. Mais ça veut dire aussi qu'on sait ce qu'on doit délivrer à la fin et qu'on va pouvoir ensuite vraiment travailler en mode agile à affiner progressivement le résultat en ayant la capacité de créer un MVP assez rapidement par rapport à l'enjeu. Donc le facteur clé de succès, c'est vraiment ça. Alors nous concernant, il y a deux grands types de situations. On va être amené à sélectionner des startups qui sont un petit peu différents. Il y a donc l'accélérateur et il y a les programmes d'open innovation. Donc concernant l'accélérateur, en fait, je vous rejoins complètement, on a une affinité de critères très proche des fonds d'investissement. Modulo, 2 éléments, on va se permettre de pouvoir prendre plus de risques sur l'équipe en tant que telle, puisqu'on a plutôt des startups assez early stage qui ont 6 mois, 1 an d'expérience ensemble, alors que sur un tour de seed, il va y avoir peut-être un peu plus de temps. Et puis sur le marché en tant que tel, puisqu'on va se permettre de re-questionner le besoin, les utilisateurs, le ROI, etc. Concernant les programmes d'open innovation, là c'est un petit peu différent. Donc on va, comme vous, valider qu'il y a un vrai besoin, mais ça on va valider qu'il y a un vrai problème à résoudre auprès de ceux qui lancent ce problème, qui sont en général un acteur public ou un grand groupe avec qui on travaille. Donc on va beaucoup les challenger là-dessus. Et pour les startups qui vont répondre et qui vont être sélectionnées, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait un alignement des intérêts entre le grand groupe et la startup. Et donc que la start-up soit là parce que soit prototyper une nouvelle solution et dans sa roadmap produit, soit parce que ça va être un nouveau cas d'usage pour elle et qu'elle va pouvoir tester, enfin adresser un nouveau marché, soit parce qu'elle va pouvoir valoriser des compétences auprès d'un certain type d'acteurs avec qui elle veut faire du business. Et donc s'il n'y a pas cet alignement-là, on ne sélectionne, enfin on ne va pas prendre la start-up en question. C'est vraiment le plus important pour nous. Merci. Alors j'aimerais rebondir sur quelque chose. C'est il y a des modèles d'innovation qui font travailler les startups et grands groupes, et j'ai l'impression qu'il y a d'autres modèles d'innovation qui, au contraire, disent bah, « nous, on ne veut pas travailler avec les grands groupes et c'est complètement assumé ». Alors peut-être j'aimerais bien voir l'avis de l'un ou de l'autre. Alors je pense forcément à Numa qui inclut les grands groupes comme des programmes comme DataCity, et eFounder, à ma connaissance, vous incluez pas les grands groupes dans le process. Et pour le studio, je crois qu'il y avait aussi les grands groupes qui étaient impliqués. Et peut-être avoir un peu votre retour, bah, pourquoi moi j'ai envie de travailler avec un grand groupe ou pourquoi
en fait, on n'a pas envie de travailler avec des grands groupes. Et Loïc, n'hésite pas à rebondir quand tu penses qu'il y a quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Voilà, merci. En effet, je commence à la question un peu politique en premier. Alors, mais nous, on a réfléchi plusieurs fois à travailler des grands groupes. Donc, nous notre modèle, je rappelle en 2 secondes, on a des idées, on s'associe avec des entrepreneurs et ensemble, on va démarrer des boîtes pendant 18 mois dans les mêmes bureaux et ensuite, les boîtes deviennent indépendantes. Et après, ça donne des boîtes dont vous avez peut-être entendu parler, comme Front, Aircall, Spendesk, des boîtes qui se développent bien et qui sont fort indépendantes. Quand on démarre au tout début, nous, notre ambition, c'est de faire quelque chose d'énorme. On a l'ambition de faire des startups qui sont globales, qui conviennent au plus grand nombre, etc. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que se maquer avec un grand groupe dès le début, on va se transformer de près ou de loin en agence, répondre à un besoin particulier qui est sûrement pas un besoin, probablement pas le besoin général. Et donc, c'est pas le meilleur moyen de faire la plus grosse boîte. Okay, donc, on a décidé de pas le faire. C'est parfois un peu une solution de facilité de bosser avec les grands groupes parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est disponible assez facilement, et pas toujours de manière très intelligente. Donc c'est relativement facile. Voilà, et on pourrait faire du quasi consulting pour les grands groupes. Il y en a un certain nombre qui nous ont sollicité, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, notre ambition, c'est de changer le quotidien des travailleurs du plus grand nombre un peu partout dans le monde. Et on pense pas que c'est en s'associant avec des grands groupes que c'est la meilleure manière de faire. Après, peut-être, il faut jamais dire jamais, donc, et jamais on n'insulte pas l'avenir, mais certaines de nos boîtes, qui elles ont déjà une taille certaine, pourraient avoir de l'intérêt à s'allier à des grands groupes si ça leur permet de donner du levier dans la commercialisation, du levier dans le produit ou dans un certain nombre de choses. Mais au tout début, quand on cherche à faire vraiment quelque chose de très générique et qui correspond aux besoins les plus larges, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, quoi. Bon, donc c'est pas manichéen, je pense, comme la réponse, mais effectivement, nous, ce qu'on observe, en tout cas et je rejoins pas mal, dans nos programmes d'open innovation, c'est qu'on a plutôt des startups relativement matures, des PME même, enfin voilà, des entreprises qu'on n'appellerait plus vraiment des startups. Et donc, ce qui est important pour nous, là, enfin, nativement, un grand groupe et une startup n'ont pas les mêmes contraintes en termes de temps, d'argent, etc. On est vraiment sur des timings totalement différents et donc il faut trouver un moyen de les aligner là-dessus. Et donc nous, on va beaucoup insister sur la méthodologie qui va permettre qu'on trouve cet alignement dans le temps notamment et dans les forces, enfin les ressources qu'ils vont mettre à disposition. Et ça veut dire, par exemple, sur une expérimentation d'OpenInno, on va se mettre d'accord dès le départ sur les objectifs qu'on veut atteindre à la fin de l'expérimentation, les KPI pour ça, quelle va être la roadmap, etc. Donc plutôt sur des temps courts parce qu'on sait qu'il va y avoir des itérations. Et puis, si possible, mais ça c'est plus difficile, mettre en place ce qui va être automatiquement enclenché si on atteint les KPI. C'est-à-dire pour éviter après des allers-retours et 6 mois de délai une fois qu'on a réussi à faire notre prototype, qu'est-ce qui va directement se passer derrière entre le grand groupe et la start-up pour que les choses avancent et éviter aussi les problèmes de gouvernance interne dans les grands groupes. Voilà, moi je pense, personnellement j'ai vu la collaboration entre start-up et grands groupes maintenant, comme j'ai créé une start-up et on travaille avec quelques grands groupes comme clients. Et du coup, j'ai aussi vu un peu la même conversation comme Amaury, faire du quasi-consulting pour les grands groupes quand j'ai travaillé pour les studios. Donc, chez les studios, on a décidé à ne pas faire parce que, notamment, notre focus était A, les investissements et B, les créations du start-up. Et du coup, la discussion avec le grand groupe prend beaucoup de temps. Je pense, ça c'est une expérience qu'on a tous en commun. Et du coup, si ton focus c'est faire des investissements et la création de start-up, et dans une start-up, tout nécessairement est très très vite. Il faut prendre des décisions très très vite. Pour nous, pour moi, ça c'est toujours un peu une cultural misfit. C'est une culture différente. Par contre, aujourd'hui, pour mon boîte, c'est un peu différent. Comme les grands groupes sont nos clients. Je vous donne un exemple. Comme on donne de microcrédits dans les pays émergents, on travaille avec des grands groupes pour du coup utiliser leur data pour faire des décisions de crédit, comme par exemple le grand opérateur télécom en Afrique.
Et du coup, comme eux, ils sont nos partenaires et nos clients, enfin, nécessairement, il faut prendre le temps, il faut travailler avec eux. Du coup, ce n'est pas exactement la même perspective. Mais si j'ai le choix, je vais meilleur travailler tout seul, parce que tout seul, dans une startup, tu peux prendre des décisions vite, tu peux aller vite. Et ça, si tu travailles avec un grand groupe, ce n'est pas exactement leur manière à fonctionner. Voilà. Je prends le point. Et puis, je ne vais pas le nier. De toute façon, la décision, le temps de la décision dans un grand groupe, il est forcément long. C'est une question de taille de structure. Et ça, c'est les sociologues qui ont travaillé sur la théorie des institutions expliquent bien comment ça arrive de toute façon. Donc, c'est pas forcément un trait propre au grand groupe français d'ailleurs. Mais de notre expérience côté BPCE, en fait, on a l'avantage d'être un groupe mutualiste. Et donc, on a vu un certain nombre de bonnes collaborations start-up avec le groupe BPCE qui sont mises en place, mais elles ne sont pas faites dans n'importe quelles conditions. D'abord, elles sont faites plutôt au niveau local. Par exemple, il y a deux typologies, mais la première typologie, c'est la collaboration entre une de nos banques régionales et une start-up, souvent locale aussi d'ailleurs, parce qu'elles entretiennent un écosystème de start-up dans leur environnement géographique. Et donc là, la banque régionale locale, on est dans une entreprise qui va être de l'ordre de quelques milliers de salariés. Les plus grosses arrivent peut-être à 10 000, mais pas plus. Donc on est quand même dans un environnement d'entreprise qui va être plus à même d'aligner son temps de la décision et sa capacité d'agilité avec une start-up. Bon, par ailleurs, du coup, ça se fait sur les infrastructures SI de la banque régionale et pas forcément sur les infrastructures nationales qui sont lourdes. C'est une notoriété publique, hein, je ne trahis pas un secret en le disant. Donc ça favorise le travail start-up banque à ce niveau-là de décision. Donc c'était assez spécifique. Par ailleurs, on a travaillé aussi avec des start-up sur des projets nationaux, mais généralement c'était pour répondre à un besoin très précis et on n'était pas avec des start-up qui étaient sur 1 ou 2 ans d'existence. On était sur des start-up qui avaient déjà un peu maturé leur solution et qui notamment étaient capables de répondre à nos enjeux de sécurité informatique et d'intégration dans nos systèmes, enfin dans notre architecture SI, et ce qui nécessite un poil de recul et la capacité à savoir discuter avec les RSSI d'une structure comme un groupe bancaire. Donc là, Meniga n'est plus vraiment une start-up, mais on a contracté, on a une grosse collaboration avec cette entreprise islandaise qui n'est pas non plus très très vieille. Mais quand on a commencé à discuter avec eux, il y avait déjà un track record de l'entreprise plus important. Donc il y a soit un besoin très précis, soit la collaboration locale. Et la collaboration locale, une fois qu'elle s'est bien passée, on a déjà une ou deux, un peu plus, même 2 ou 3 collaborations locales qui sont transformées ensuite en intégration nationale à l'offre de la solution de la start-up. Parce qu'une fois que la démonstration a été faite en local, la capacité ensuite à se poser les bonnes questions et surtout à y répondre efficacement pour le passage à l'échelle nationale se fait beaucoup plus facilement parce que les acteurs internes peuvent être plus facilement convaincus. Donc voilà mon petit retour d'expérience. Okay. Merci Loïc. J'ai une question parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans l'écosystème des startups qu'on entend beaucoup, c'est de dire tous les programmes d'innovation des grands groupes, quand j'y participe, je vais un peu travestir ma startup et ma startup qui se pensait plutôt comme un logiciel très scalable, je vais passer 6 mois dans un grand groupe et en fait je vais me mettre à faire du service pour le grand groupe. Et donc les gens, parce qu'on est une petite structure, quand on est une startup, on traite un sujet avec un corporate pendant 6 mois, 1 an. Et finalement, à la fin, on a quelque chose qui est beaucoup trop spécifique au grand groupe, qui fait qu'on est plus scalable et que finalement, même des investisseurs se détournent un peu de la solution et se disent non, en fait, c'est pas une boîte qui fait du logiciel, c'est pas scalable, elle fait du service pour un grand groupe, etc. Alors, soit je demande la question à ceux qui ont un peu travaillé dans ces problématiques-là et demander un peu leur avis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et c'est sûrement à nuancer. Et peut-être côté grand groupe, est-ce que c'est de dire en fait, travailler avec une start-up,
c'est du conseil pas très cher. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de l'exprimer, mais voilà, des gens qui sont motivés, ils ont un peu faim, et c'est aussi une bonne opportunité peut-être pour travailler avec eux. Bon, je vais prendre le... Mais merci pour la question. Non, je crois que ça rejoint quelque chose que je disais un petit peu avant, c'est... Je pense que trop souvent, le grand groupe attend de la start-up que la start-up adapte sa solution à notre informatique, plutôt que d'imaginer qu'il y ait au moins une partie du chemin qui soit faite de part et d'autre. On travaille à être plus agile informatiquement et à faire une partie du chemin de notre côté, de notre IT, et puis que la start-up fasse quand même, adapte éventuellement, créer les connecteurs supplémentaires qui n'existent pas dans son offre, etc. Mais on a tellement eu l'habitude pendant longtemps de travailler avec des offres logicielles de grands groupes informatiques, avec des intégrateurs qui allaient faire le boulot et d'adapter l'offre à nos systèmes, qu'on a pris de mauvaises habitudes. Donc il faut qu'on change aussi nos mauvaises habitudes, on y travaille, mais ça prend du temps, c'est un changement culturel. Donc voilà. Ouais, moi c'est exactement ce que j'avais dit pour répondre à la question précédente. C'est exactement la raison pour laquelle on ne travaille pas avec des grands groupes, parce qu'en effet on veut construire un produit, une entreprise qui répond au plus grand nombre, qui aura la capacité de changer la vie du plus grand nombre. Et en effet, si on démarre avec un grand groupe, on va forcément partir un peu dans un corner et on n'atteindra pas le but recherché. Après, je pense qu'il faut voir, les grands groupes sont quand même extrêmement utiles à l'écosystème. Je pense pour plusieurs raisons. On a les modèles d'accélérateurs, d'incubateurs, voire même de studios, n'ont pas forcément toujours des economics très évidents. Voilà, donc c'est pas une surprise. Mais donc, quand en effet, et pourtant c'est des modèles qui sont très utiles à l'écosystème. Donc, quand ils sont sponsorisés directement ou indirectement par les grands groupes, c'est une bonne chose. Quand les grands groupes payent du frais de conseil ou associés à Numa ou à The Family, c'est top parce que du coup Numa et The Family peuvent rendre à l'écosystème et ils pourraient probablement pas le faire si c'était pas le cas. Donc mais c'est un peu indirect, mais c'est quand même top. C'est un peu pareil aussi quand les grands groupes mettent dans les fonds, dans Partech, il n'y a que des grands groupes et c'est top aussi parce que ça aide l'écosystème à se développer. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses à prendre. Et puis on voit par ailleurs, moi je suis pas vraiment un spécialiste de ça, mais on voit par ailleurs qu'il y a quand même certaines collaborations qui ont l'air de plutôt bien se passer entre des grands groupes et puis des écosystèmes plus entrepreneuriaux. Je connais pas bien Numa, mais dans le cas de The Family, par exemple, ils ont lancé un système qui s'appelle Pathfinder, de création de start-up pour le compte ou avec, ou je sais pas quoi, des grands groupes. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours facile, mais au global, l'expérience est plutôt très positive, quoi. Donc ça change aussi, je pense qu'il y a des belles expériences, quoi. Ouais, je suis d'accord avec Amaury. Je pense que j'aime très bien l'expression de conseil pas cher. Parce que ça, moi notamment, j'ai vu ça plusieurs fois, que tu passes beaucoup de temps avec une discussion avec un grand groupe et finalement le résultat, c'est pas... soit il n'a pas vraiment de résultat, ou soit le résultat, c'est pas exactement que toi, comme petit start-up, tu veux. Par contre, je pense, je suis aussi d'accord avec Amaury que le vrai force d'un grand groupe, c'est plutôt le financement. Et du coup, si les grands groupes sont investisseurs dans les fonds dévorants comme Partech, je pense dans à peu près chaque fonds à France, il y a des grands groupes comme investisseurs, comme LPs. Je pense ça, par contre, ça peut très bien marcher. Et là, ça c'est vraiment le unfair advantage de chaque grand groupe parce qu'ils sont juste des manières de financement qui sont un peu uniques. Et voilà. Du coup, je pense qu'il y a aussi besoin d'une réflexion de la côté grand groupe pour qu'est-ce que nous on peut faire vraiment. Et je pense que la réponse c'est nous on peut vraiment investir soit dans le startup direct ou racheter du startup ou alors investir dans le fonds d'investissement comme Partech où il a plusieurs autres. Voilà. On fait un peu de tout ça. Et ce qui est important, c'est que la start-up sache bien pourquoi elle va travailler avec le grand groupe. Enfin, dans les programmes qu'on accompagne, on joue un peu ce rôle de tiers de confiance où on va vraiment questionner la start-up là-dessus. La plupart de nos start-up, d'ailleurs, viennent pour
des sujets, par exemple, accès à des data, accès à des sets de données qu'elles n'auraient pas par ailleurs. Et donc, on a des programmes comme ça, comme Data City ou City Makers. On est vraiment centré sur l'usage de la data pour résoudre des problèmes que fournissent les grands groupes ou, en l'occurrence, la mairie de Paris, qui est aussi un acteur sur ce type de programme. Et donc, je disais un petit peu avant, encore une fois, la start-up, il faut qu'elle sache pourquoi elle vienne. Est-ce que c'est dans sa roadmap produit? Est-ce qu'elle a absolument besoin de ces data, etc. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment pas la peine de venir sur ce type de programme. Ok, merci. Une question un peu sur les entrepreneurs qui rejoignent les programmes. Est-ce qu'il y a un entrepreneur type? Est-ce que c'est des first-time entrepreneurs? C'est des gens qui sortent d'école et qui sont très motivés? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà eu une expérience? Est-ce que c'est des entrepreneurs, peut-être parfois des second-time entrepreneurs et dont leur première expérience n'a pas été une grande réussite et ils se disent bah, tiens, je veux relancer et tout ce que j'ai appris de ma première expérience, ça va marcher. C'est quoi vos critères en fait pour donner des personnes qui se disent est-ce qu'il faut que je commence ma carrière dans un grand groupe? Est-ce qu'il faut que je monte une start-up? Est-ce qu'il y a un profil? Je m'imagine qu'il n'y a pas un profil type, mais est-ce qu'il y a des bonnes écoles pour se dire bah, maintenant je vais monter ma start-up, etc. Je sais que par exemple pour les studios, il y a quand même des profils qui sont plutôt assez affirmés, c'est-à-dire nous on ne veut pas des gens qui, je sais pas, par exemple, qui sortent d'école, on veut des gens déjà qui ont une première expérience et si possible même une première expérience non réussie. Moi, je sais que c'était des choses parfois assez assumées. Je ne sais pas pour eFounders. Ouais, j'aimerais bien avoir un profil type, quoi. Ça m'économiserait pas mal de temps de ma journée. La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que les profils entrepreneurs sont des... je vais parler en langage statistique, sont des outliers. Donc, c'est des gens qui, en fait, c'est essentiellement des caractéristiques humaines, de l'ordre du caractère qu'on va chercher, qui font un bon entrepreneur et qui sont très, très, très décorrélés. Très décorrélés de l'éducation, ça c'est sûr. Et assez décorrélés potentiellement de l'expérience professionnelle jusqu'à présent. Voilà, donc les signaux que tu vois dans un CV, ils sont extrêmement faibles en fait pour pouvoir détecter un entrepreneur. Il y a des petites choses, mais qui sont juste des signaux et ça, en réalité, il n'y a rien qui remplace une vraie discussion. Et la réalité, c'est que finalement, nous, on a un certain nombre de critères. Il faut que les gens soient entrepreneurs, donc qu'ils soient à l'initiative des choses, qu'ils soient prêts à prendre des risques, qu'ils soient toujours dans le mouvement, mais aussi que ce soient des gens qui aient on va dire, les bons skills analytiques et de structuration, etc., pour pouvoir accompagner la boîte quand elle grandit, les bonnes capacités de communication pour toujours un peu vendre l'avenir, donc vendre l'avenir à des candidats, vendre l'avenir à des clients, etc., etc. Donc on a un certain nombre de critères, mais la réalité c'est qu'il y a quand même un trait de caractère entrepreneur et qu'on trouve sur une personne sur 50, une personne sur 100 peut-être dans les gens qu'on rencontre, et que malheureusement, malheureusement pour nous en tout cas, on ne voit qu'en ratissant très large et en rencontrant un très très grand nombre de gens, quoi. Difficile de répondre à la question, mais ouais, je te rejoins pas mal. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on va regarder, c'est aussi la capacité des personnes à pouvoir s'adapter et pivoter. Parce que souvent, ce n'est pas tant l'idée de départ qui est importante, mais ça va être la capacité des founders à pouvoir s'aligner et changer très vite s'il faut je sais pas, complètement changer la barre du côté du produit, etc. Donc la capacité d'adaptation, elle est importante. Ouais, pour moi, je pense la manière plus facile pour savoir si quelqu'un est un bon entrepreneur, s'il a déjà créé une entreprise ou s'il a déjà vendu une entreprise. Ça, c'est la manière très facile. Nous, on a fait ça chez le studio. Je pense que eFounders, c'est aussi un critère très important. Par contre, il a juste un certain nombre de personnes qui sont déjà créées et vendues une start-up. Et du coup, chez le studio, on a réfléchi beaucoup. C'est quoi vraiment le caractère c'est quoi vraiment le caractère d'un bon entrepreneur? Et du coup, pour être honnête, on n'a pas vraiment craqué cette problématique-là. On a travaillé avec des gens qui sont travaillé pour McKinsey, par exemple, pour les banques d'investissement, pour Rothschild et machin. Mais finalement, je pense qu'un bon entrepreneur, il a un certain skill set. Ouais, et quelqu'un avec un certain skill set, il peut travailler avec McKinsey, mais il a aussi une certaine mindset. Et ça, c'est très difficile à trouver. Et du coup, il faut prendre beaucoup d'interviews, il faut faire des tests, il faut vraiment développer une certaine méthodologie pour comprendre
comment cette personne pense et est-ce qu'il a, enfin, à quel niveau il est prêt à prendre de risques. Et du coup, ça, il faut développer une méthodologie, mais pour répondre à tes questions, il n'a pas vraiment juste une réponse. Enfin, c'est prends une centième interview et après 100 interviews, tu vas probablement trouver quelqu'un qui le fera. Bon, on a un petit temps maintenant pour les questions, donc c'est le moment de briller. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui va passer dans la salle. C'est peut-être une opportunité aussi d'avoir un emploi. Ma sœur, peut-être. Attends, j'aurais dû demander à des gens. Pas de question, très bien, on était très clair. Bon, bah, très bien. Si vous n'avez pas de questions, voilà. Merci beaucoup d'être présent et à bientôt. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir après. Merci. Merci. Merci.